Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sobrecrate. Aujourd'hui, au cœur du projet épicurien, Lucrèce veut libérer l'esprit humain de la crainte et de la superstition en montrant que tout phénomène a une cause naturelle. Le livre 4 de la nature des choses déploie cette promesse sur un terrain décisif, la perception. Comment voyons-nous, entendons-nous, rêvons-nous, d'où viennent nos images mentales? Pourquoi l'amour bouleverse-t-il le corps et l'âme? Lucrèce répond en poète physicien. Il assume déjà dans son apologie du poème sa stratégie. Adoucir par le miel du vers l'âpreté d'une doctrine qui, sans cela, rebuterait. Mais la poésie n'est pas un décor. Elle est la pédagogie qui fait passer une physique des atomes jusque dans la vie ordinaire. Le fil directeur est simple et puissant. Les corps émettent sans cesse des effigies ténues, des simulacres, qui frappent nos sens et nourrissent aussi nos rêves. À partir de là, Lucrèce défend la fiabilité première des sens contre le scepticisme, explique la vision, les miroirs et les illusions. Il élargit la théorie aux autres sens et à l'imagination, récuse les causes finales, reconstruit une physiologie des besoins, du sommeil et des désirs. Son but ultime, désenchanter sans appauvrir, rendre au monde sa lisibilité et à l'âme sa tranquillité. Entrons donc dans le poème lui-même, là où méthode et musique marchent ensemble. Ainsi, Lucrèce revendique tout d'abord un terrain neuf, aller aux sources vierges, arracher les nœuds de la religion mais en verre lumineux. La métaphore fameuse de l'absinthe, qui serait représentée par la physique austère, dont on mielle le bord de la coupe pour l'enfant, non pour tromper mais pour soigner. L'ambition pédagogique de Lucrèce est affirmée par la forme poétique. Ainsi, les images que nous voyons, qui voltigent et nous émeuvent à l'état de veille comme en rêve, sont présentes, sans qu'il faille invoquer les morts ou les dieux. Les simulacres vont expliquer les subtilités de la nature. D'où provient le concept de simulacre? En réalité, tout corps projette à sa surface des pellicules minuscules, des effigies fidèles de sa forme et de sa couleur. On le devine par analogie, comme l'exemple des fumées, de la chaleur, ou le voile de théâtre dont la teinte baigne tout ce qui est dessous. Ces images sont faites des atomes les plus fins, imperceptibles isolément, mais réels. Leur finesse explique qu'elles se détachent sans blesser le corps d'origine et conservent la forme. La surface grouille d'atomes en première ligne. Les pellicules jaillissent continuellement à la manière des rayons du soleil qui inondent le monde. Leur vitesse est légère. Elles sont propulsées par des chocs infimes. Elles traversent l'air quasiment instantanément, d'où l'apparition immédiate de l'image dès qu'on place par exemple un miroir. Les simulacres ne sont qu'un cas dans l'immense circulation des émanations. Odeur, fumée, chaleur, voix, fraîcheur des fleuves. Tout corps se déplie vers nous en fil matériel. Une fois admis ce balai d'images, on peut rendre compte de la vision et de ses pièges. Nous entrons donc dans une optique atomiste qui va traiter de la vision, des miroirs, des phénomènes et des possibles illusions. Voir, c'est être frappé par les simulacres d'un objet. En chemin, l'image pousse l'air devant elle. Nous percevons à la fois la forme et l'éloignement. Plus le trajet est long, plus l'air balayé se fait sentir. La vue prolonge le toucher. Dans l'ombre, la main reconnaît un carré. Dans la lumière, l'œil reçoit la même forme venue dans l'air. Ainsi, on peut expliquer le phénomène du miroir. Le miroir est un plan poli qui réfléchit le flux d'images. L'illusion d'une profondeur derrière le miroir vient de deux zones d'air repoussées successivement. L'inversion droite-gauche tient au rebond du simulacre, comme un masque mou plaqué et retourné. Il y a d'autres phénomènes divers. Par exemple, Lucrèce essaye d'expliquer la maladie de l'ictérique. L'homme qui a l'œil qui jaunit s'explique par le fait que ce ne sont pas les choses, mais les atomes corporels qui teintent la perception. L'ombre, par exemple, est également un déficit de lumière, non une substance. Il y a également d'autres illusions. Par exemple, le navire en marche paraît immobile. En fait, il montre que l'ombre, la lumière et les impacts sont présents, mais que l'erreur vient de l'esprit qui interprète mal. Avec cette optique, Lucrèce élargit son déployé. Ce sont tous les sens qu'il faut réhabiliter. Il va donc faire un plaidoyer pour les sens. Il y a une polémique sur les sens chez les sceptiques qui nie la possibilité de connaître par les sens. Or, pour Lucrèce, chaque sens a son domaine, la vue, la couleur, le toucher, la température. Si l'on sape la base sensible, toute raison s'effondre. C'est la règle et le niveau faussé de l'architecte. On doit donc expliquer les écarts apparents au lieu d'accuser la sensation. La voix, par exemple, est une grêle d'atomes qui frappe le tympan. Au lointain, les contours brouillent. L'écho, lui, est un rebond ordonné de ses corpuscules sur une paroi. Le goût est la mastication qui exprime un suc qui s'insinue par les pores de la langue. L'odorat, ce sont des atomes plus lourds et lents.
Il s'exhale surtout par le broyage et le chauffage. Tout cela pour dire que la thèse générale de Lucrèce est que la connaissance naît d'une rencontre réglée entre formes atomiques et organes, non d'un décret des dieux. Si les sens reçoivent des images, l'esprit lui-même en traite, jusque dans le rêve, et surtout, rien n'a été fait pour nous. D'où l'idée d'une vision de l'esprit. Les simulacres les plus ténus pénètrent l'âme. Ils combinent leurs formes, engendrant des créatures fabuleuses, les centaures, les fantômes. Au sommeil, les sens se taisent, mais l'âme demeure mobile. Images diurnes, désirs et souvenirs rejouent leur scène. Lucrèce doit donc refuser par là même les causes finales. Les yeux n'ont pas été créés pour voir, nous voyons parce que nous avons des yeux. Les organes apparaissent d'abord, l'usage vient ensuite, pas de dessin préalable. Les techniques sont tardives et orientées vers l'utile. Les sens appartiennent à une autre classe, ils font de l'usage, ils ne l'anticipent pas. Il reste à suivre cette physique dans le corps vivant, en parlant de la fin, du mouvement, du sommeil, des rêves et même de l'amour. Une physiologie et même une vision de l'amour propre à l'atomisme. Par exemple, pour la faim et la soif, le corps perd sans cesse des atomes. Quand la perte l'emporte, naît la douleur de la faim. L'aliment et l'eau comblent les vides, l'eau de plus éteint la chaleur concentrée. Le sommeil, lui, ce sont des flux d'air qui se dérèglent. Les canaux se bouchent, les sens s'éteignent. C'est pour cela qu'un repas lourd fatigue pour Lucrèce. Les rêves, ce sont des images prégnantes du jour qui reviennent par les mêmes voies. Les bêtes et les hommes rejouent leurs mêmes impulsions. Qu'est-ce que donc l'amour ? L'amour est de nature brûlante. L'aiguillon de la volupté se retourne, on veut posséder l'autre tout entier, se confondre en lui, mais la matière résiste. Il peut donc expliquer le sentiment de jalousie. Mais également, le désir n'est pas à sens unique. Le désir doit être partagé, il noue et retient. L'enfant, par exemple, lui, résulte du mélange des semences. Tantôt il tire vers l'un, tantôt il tire vers l'autre. Même chose, il explique un cas à part de la stérilité. La stérilité n'est pas, comme on le pensait, issue de la volonté des dieux, c'est simplement que les spermatozoïdes sont trop épais et donc incompatibles avec l'harmonie atomique préalable. Il n'y a donc ni miracle ni flèche divine. En vérité, on peut se demander si, au fond, Lucrèce n'ausculte pas les mécanismes les plus subtils de la perception pour désamorcer d'avance les objections majeures adressées à l'atomisme. Les illusions d'optique, le rêve, la passion amoureuse, que l'on tient trop vite pour des signes d'un ordre divin. En montrant que la vision naît de simulacres matériels, que leur trajectoire se plie au milieu, aux distances et au choc, il retourne l'argument du monde trompeur. Ce n'est pas le sens qui ment, c'est l'esprit qui surinterprète. De même, le rêve n'est pas visitation des morts, ni message des dieux, mais recombinaison d'images ténues imprimées dans l'âme par l'expérience. Et l'amour n'est pas décret céleste, mais effet de disposition corporelle excitée par des effigies séduisantes, avec toute l'ambivalence d'un plaisir qui attache et tourmente. Ainsi, ce que la superstition offrait comme énigme sacrée devient série de phénomènes intelligibles. En les expliquant par des causes naturelles, le poète physicien fortifie l'édifice atomiste contre le scepticisme et contre l'idée que les dieux s'occupent de nos affaires. Ainsi, en refermant le champ 4, une cohérence se dessine. En montrant que nos perceptions, nos rêves et nos passions procèdent de simulacres matériels, Lucrèce réhabilite la fiabilité première des sens, dénoue les illusions par la méthode, récuse toute finalité pour nous et reconstruit une physiologie des besoins et de l'amour. Bref, il rend le monde lisible pour rendre l'âme tranquille. Telle est de nouveau la raison du chant. Chanter pour soigner, adoucir par le miel du vers l'âpreté d'une physique qui délivre de la crainte et de la superstition, et faire descendre jusqu'à la vie ordinaire les principes des atomes. Merci à tous, c'était Sobrecrate. Rendez-vous au prochain épisode où nous terminerons ensemble les chants 5 et 6. Je vous remercie pour votre écoute, à très vite, au revoir.